Donc, je passe maintenant la parole à Mathias Glos, qui est membre du réseau et co-titulaire de l'Axe 3, qui va nous présenter le parcours de Valérie et ses travaux de recherche. Mathias, c'est à toi. Merci Laura. Donc, ben oui, c'est avec plaisir. Donc, Valérie, on se connaît depuis quelques années. On les dénombre plus, mais juste pour donner un petit peu le parcours de Valérie. Donc, elle est titulaire d'un doctorat en sciences et techniques du déchet. Elle est professeure en sciences et génie de l'environnement à l'École des mines de Saint-Étienne, donc en France. Et sa recherche, elle porte sur le développement d'outils et de méthodes d'évaluation environnementale des systèmes industriels et plus particulièrement sur les écotechnologies. Donc, elle s'intéresse aussi à la problématique de l'opérationnalisation de stratégies d'économie circulaire et à la caractérisation du potentiel de territoire pour la mise en œuvre de stratégies d'économie industrielle et territoriale. Donc, la thématique aujourd'hui, dans le webinaire, on aborde la compréhension et le rôle des jeux sérieux dans la formation et la sensibilisation à l'économie circulaire. Donc, un grand merci Valérie d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, ben, je souhaite un excellent webinaire à tous et puis on pourra se reparler suite à la présentation de Valérie. Merci bien. C'est bon, vous m'entendez? Parfait? Oui. Ouais, OK. Alors, je vais vous mettre en mode voilà. Je vous ai mis en mode plein écran. Ah, voilà, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, très bien. Ouais, OK, merci. Merci beaucoup, pour ces introductions. Hem et bonjour à tout le monde. Voilà, je vous remercie, d'être là et je remercie les organisateurs, du REC pour cette, Mathias pour l'invitation, les organisateurs pour l'organisation de ce séminaire. Donc effectivement, je vais vous parler, un peu de l'utilisation des jeux sérieux en économie circulaire pour la formation ou la sensibilisation à l'économie circulaire et finalement pourquoi on utilise les jeux sérieux et puis je vous fais, une petite présentation d'un des jeux sérieux que, l'on utilise, à l'école. Donc l'économie circulaire, c'est quoi? Alors l'idée là, c'est pas je redonne pas une définition de ce que c'est que l'économie circulaire parce qu'on est tous relativement familiers avec ça, mais c'était plutôt pour revenir sur des éléments de complexité apportés à ça, c'est-à-dire, bon, on sait que ce sont des flux, enfin, généralement, on travaille sur des flux entre différentes, organisations sur un territoire. Les flux, on les voit, on peut voir les flux de déchets, mais ça peut être aussi d'autres types de flux, hein. On peut s'intéresser à d'autres types de systèmes, des matières premières, des produits, des services. Tout cela, bien sûr, en lien avec des organisations, puisque tous ces flux s'inscrivent dans le fonctionnement des différentes organisations. Et ces différentes organisations, elles sont positionnées sur des territoires, donc des territoires qui peuvent être relativement complexes en termes de. Excusez-moi, j'ai fait comme les mauvais élèves, je n'ai pas éteint mon téléphone. Voilà, pardon. Euh, donc, donc, on est sur des territoires voilà, qui sont plus ou moins complexes, qui ont des réseaux, des utilités, etc. Là, l'économie circulaire, c'est aussi des acteurs. Alors, dans les acteurs, on a les acteurs, comme on le voit ici, Oui. on a des acteurs, des décideurs, on a des citoyens, on a des industriels, on a aussi les êtres vivants sur le territoire et la mise en œuvre de ces stratégies se passe souvent par des étapes d'échange, de discussion, de négociation. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, mais il faut aussi qu'elles puissent être opérationnelles et qu'elles puissent rendre finalement le système dynamique et pérenne. Donc finalement, on se retrouve avec tout un ensemble, un système ou un écosystème au sens vraiment global de écosystème, hein, soit écosystème, on parle de la nature, mais de l'écosystème aussi industriel ou organisationnel, une société, des éléments de gouvernance, des infrastructures, des réseaux et des liens entre tout ça, ce qui rend effectivement
le système et le travail relativement complexe. Donc, cette complexité, eh bien, pour l'enseigner, ce n'est pas forcément évident. L'enseignement que l'on fait, déjà, il doit répondre à un certain nombre d'objectifs en économie circulaire et en écologie industrielle et territoriale, parce que nous, on travaille, enfin, on s'attache plutôt à transmettre des éléments plus en lien avec l'écologie industrielle et territoriale que tous les volets de l'économie circulaire. Cependant, voilà, les objectifs pédagogiques que l'on recherche, c'est la compréhension des concepts et des enjeux de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle et territoriale, mais c'est aussi savoir mettre en œuvre les outils et les méthodes de l'écologie industrielle et territoriale, qui peuvent être des outils et méthodes comme le métabolisme territorial, des analyses de flux, l'analyse environnementale, l'analyse économique, des jeux d'acteurs, l'analyse des jeux d'acteurs. C'est aussi acquérir la vision globale de la gestion des flux sur un territoire et son impact sur la dynamique territoriale. Et puis, savoir conduire une négociation autour d'une démarche d'EIT, ce qui n'est pas forcément évident, notamment dans des parcours plutôt techniques, des parcours ingénieurs où la conduite de négociation n'est pas forcément enseignée. Mais ce sont des éléments qui sont extrêmement importants dans le cadre de l'apprentissage de l'économie circulaire. Alors, en termes de formation, on a commencé avec des heures de cours classiques sur les enjeux, pour positionner le contexte et prendre conscience finalement des enjeux associés et de cette transition et des nouveaux paradigmes que l'on peut asseoir derrière ce concept d'économie circulaire. On enseigne les outils, comme j'ai dit, la MFA, donc le métabolisme territorial, des analyses de flux, l'analyse de cycle de vie, pour évaluer. On fait des travaux dirigés pour appliquer tout ça. Et puis, on va illustrer en faisant des visites, en faisant des conférences. Donc là, on leur apporte beaucoup de connaissances. On leur apporte peut-être un peu de compétences sur des outils. Mais finalement, on reste sur finalement de l'enchaînement ou voilà, de la juxtaposition d'informations et de connaissances, mais la mise en musique de tout ça pour pouvoir justement bien prendre en compte la philosophie qu'il y a derrière l'économie circulaire, eh bien c'est moins évident. Comment leur apporter finalement les éléments de la réalité du terrain, comment leur apporter les enjeux associés aux jeux d'acteurs, la rationalité qu'il y a derrière les différents acteurs qui peuvent être impliqués dans ces projets d'économie circulaire ou d'écologie industrielle et territoriale, comment leur apporter des éléments de principe sur la tenue d'une négociation. Voilà. Comment est-ce que tout ça, finalement, ça peut être mis en place? Eh bien, on a beaucoup réfléchi et puis, finalement, on est parti dans l'exploration de jeux sérieux et notamment des jeux de rôle pour gérer voilà, ces systèmes complexes qui s'appuient notamment et fortement sur des jeux d'acteurs, notamment pour le déploiement, plus particulièrement pour le déploiement de stratégies à dimension vraiment territoriale. Donc, pourquoi les jeux de rôle? Parce que le jeu de rôle, il est défini notamment par des auteurs québécois, Chamberlain, Lavoie et Marquis, comme étant l'interprétation du rôle d'un personnage dans une situation hypothétique en vue de mieux comprendre les motivations qui justifient les comportements. Ce sont des jeux qui vont être fortement pédocentrés, c'est-à-dire vraiment centrés sur l'apprenant, sur un acteur principal, et on va pas avoir et donc c'est l'apprenant qui va apprendre, et c'est pas c'est à l'opposé de magistro-centré, on va dire. On met vraiment l'acteur, l'apprenant au cœur du processus d'apprentissage. Il est très socio-centré, c'est-à-dire qu'il a vraiment une approche très multi-acteurs qui peuvent être ici comme étant des protagonistes ou des observateurs. Donc là, à l'opposé d'une approche très individualisée. Et puis, il a l'intérêt d'être aussi, alors, peu médiatisé, c'est médiatisé dans le sens qu'il n'a pas besoin d'accessoires précis. Bien évidemment, on peut imaginer des jeux avec beaucoup d'accessoires, mais qu'il peut se jouer, et ce jeu de rôle, les jeux de rôle pour de la pédagogie
peuvent se faire avec très peu d'accessoires, donc qui demandent peu de matériel. Alors, il existe plusieurs types de jeux de rôle en fonction des objectifs que l'on recherche. Voilà, si on cherche à permettre l'acquisition d'habiletés techniques et de méthodes, donc là, c'est plutôt la pratique qui va suivre la démonstration, c'est-à-dire qu'on va avoir un cours et après, on veut le mettre en pratique. Hein, et l'apprenant va suivre des étapes d'une méthodologie, une procédure qui lui aura été donnée dans le cadre des cours théoriques. Ça peut être sur le développement d'attitudes, où là, voilà, l'apprenant est là pour comprendre la position, les sentiments et les attitudes des autres. Voilà, on est vraiment un peu plus dans des jeux de rôle qui vont être sur l'empathie, notamment. Ça peut permettre aussi la compréhension de faits et de principes, où là, on va aller rechercher de l'information, se mettre à la place, par exemple, d'un bureau d'études pour aller chercher de l'information. Il va être un peu voilà, à la frontière de la simulation, où on va reproduire vraiment des situations réelles, mais sans expression de sentiments personnels. Hein, on va vraiment être que sur de la mécanique. Mais ça peut être des jeux aussi qui sont là pour permettre l'expression et la créativité, pour développer la capacité de création ou d'expression des apprenants. En termes de, dans les caractéristiques, en termes de caractéristiques sur les jeux de rôle, ce qui est important, c'est le positionnement de l'enseignant ou de l'animateur ou de l'enseignant. L'enseignant est vraiment là comme un médiateur, il va être là comme un guide. Voilà, comme un animateur, comme une personne qui va être là pour accompagner finalement les personnes, les apprenants. Il n'est pas là pour leur donner les directives, mais il est plutôt là pour les accompagner ou pour les recentrer dans le scénario qui leur est donné et qui doit être joué. Voilà, pour que vraiment il puisse finalement aboutir à un résultat, puisque l'idée, c'est quand même, comme tout enseignement, d'aboutir aux objectifs qu'on s'est fixés au départ. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Le rôle de l'enseignant est vraiment différent par rapport au rôle que l'on a lorsque l'on fait un cours magistral ou lorsque l'on fait des travaux dirigés plutôt classiques. Alors, les caractéristiques un petit peu des jeux de rôle, c'est que, eh bien, l'apprenant est vraiment actif et il est vraiment engagé dans la construction des connaissances. Les apprentissages sont signifiants, c'est-à-dire que voilà, on est sur des situations qui peuvent correspondre à la réalité, à ce qu'ils peuvent trouver dans la réalité du métier que l'on peut retrouver. Donc, il faut vraiment s'attacher à être vraiment en accord avec la réalité de la profession. Et il peut permettre vraiment de faire le pont entre des connaissances théoriques et l'application réelle dans la profession. Il permet aussi d'initier à des situations complexes, notamment comme finalement ce que l'on voit en économie circulaire. Hein, voilà, l'étudiant doit jongler avec différentes situations, avec différents acteurs, avec différentes demandes, avec différentes limites, hein, voilà, avec différentes personnalités. Et puis, dernière caractéristique, c'est l'importance des interactions. C'est-à-dire que les jeux de rôle permettent de montrer aux différents élèves ou aux apprenants de comment on doit aussi se comporter dans le cadre de discussions avec les pairs. On n'est plus en discussion avec les enseignants, on est en discussion avec les pairs. On apprend à argumenter, on confronte ses opinions, etc. Donc là, vraiment, on est dans une approche d'auto-formation, mais pas seulement sur des aspects techniques.
Donc, pour mettre en pratique tout cela, eh bien, à l'école des mines de Saint-Étienne, notamment, on travaille sur plusieurs typologies de formation par des jeux sérieux et sur plusieurs thématiques en lien avec l'économie circulaire sur ces formations. Et donc, je vous ai mis ici 4 exemples et puis j'en développe un seul par la suite pour vous montrer vraiment comment on a travaillé, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on a un premier jeu qui s'appelle Tamo la Viva, qui s'appuie sur un scénario de gestion collaborative de déchets sur un territoire, et plus particulièrement en milieu insulaire. On a un deuxième jeu qui s'appelle Adali, qui est un jeu qui émane d'un travail que l'on a fait avec un bureau d'études sur l'évaluation du potentiel d'économie circulaire des territoires, qui permet de faire de la planification de stratégies collaboratives. Donc, c'est vraiment un jeu de mise en situation professionnelle et de réalité avec un outil réel qui est utilisé par un bureau d'études. Ensuite, on a un jeu sur les controverses en économie circulaire et notamment sur associés aux métaux de la transition auxquels donc Mathias Glaus dans lequel Mathias Glaus est impliqué. Et puis, la dernière activité pédagogique, c'est la fresque de l'économie circulaire qui est développée par Claire Sens et que l'on a adaptée au sein de l'école des mines pour nos étudiants. Donc là, je vais passer sur le jeu Tamo la Viva, et je vous ai expliqué voilà, ce qu'est ce jeu Tamo la Viva. Donc, ce jeu Tamo la Viva, que l'on peut appeler l'île de la décision, eh bien, je vous ai dit, l'idée, c'est de gérer les déchets sur une île. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que le scénario commence comme ça. Eh bien, voilà, qu'est-ce que c'est qu'on aime tous partir en vacances sur une île paradisiaque, par exemple. On aime tous voir les îles paradisiaques. On aime tous voir l'eau claire. On aime tous voir des belles plages. Et le problème, que lorsque l'on se trouve en milieu touristique, en zone touristique, eh bien, c'est que souvent, eh bien, ces endroits se transforment peut-être en fer, c'est-à-dire que l'on va retrouver souvent des déchets sur les îles, sur les plages, pardon. On va souvent retrouver des déchets qui peuvent être soit charriés par la mer, charriés par l'océan, soit apportés par les centaines, milliers, dizaines de milliers de touristes. Donc, sur cette île de Tamo la Viva, eh bien, il y a une urgence, puisque donc c'est une île qui a environ 6 000 habitants à l'année, qui se retrouve avec 20 000 touristes l'été, et puis une vidéo virale sur les réseaux. Eh bien, c'est retrouvé, une vidéo sur les réseaux, c'est retrouvé vraiment de façon relayée de façon importante sur eh bien, la face cachée du paradis de cette île, qui montre que vraiment c'est une aberration, ce lieu de villégiature. Donc, les différents acteurs de l'île que vous retrouvez ici, qui sont les présidents de la coopérative agricole, le maire, le président du syndicat des hôteliers et des restaurateurs, le service municipal de gestion des déchets et le représentant d'une ONG, doivent se regrouper pour pouvoir trouver une solution collective sur la gestion des déchets urbains de cette île. Donc voilà, en gros, le positionnement finalement du jeu, de ce jeu de rôle. Ils doivent se retrouver donc autour d'une table de négociation pour pouvoir trouver quelle est la solution la plus adéquate. Donc, on ne laisse pas les étudiants chercher la solution, mais vu que le jeu est quand même limité en termes de temps, on leur
propose différentes solutions, différents scénarios. Ces différents scénarios sont connus par le service municipal de la gestion des déchets qui va apporter les informations au fur et à mesure aux différents acteurs. Chacun des acteurs que vous trouvez ici a un mandat, donc a un rôle particulier avec un mandat, avec des actions possibles, avec un budget, et ils devront donc traiter ensemble toutes ces informations, chacun son mandat, chacun devra respecter son mandat pour trouver collectivement une solution. Donc, le scénario de gestion de traitement des déchets qui est proposé dans le cadre de ce jeu, c'est finalement 3 scénarios d'évolution de la situation existante. La situation existante étant un centre d'enfouissement des déchets. Donc, on propose 3 scénarios alternatifs. Un premier scénario où on agrandit le système, enfin les alvéoles actuels avec une récupération et une valorisation du biogaz. Un deuxième scénario où on agrandit un peu moins le centre d'enfouissement de déchets et on construit une plateforme de production de compost. Et puis un troisième scénario où on agrandit à minima le centre d'enfouissement et on propose une plateforme de compostage plus importante. Donc, dans les scénarios, voilà, on leur donne quelques éléments supplémentaires sur que 45% des déchets entrants sont des biodéchets, qui peuvent proposer un programme de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets, notamment via l'ONG. Et puis, il y a une grosse problématique associée à des travailleurs informels sur l'île et qu'il y a urgence à légaliser ces travailleurs informels. Donc, pour pouvoir travailler lors de la table de négociation, on apporte aux étudiants différents temps de préparation du jeu. Donc, dans un premier temps, comme les étudiants n'ont pas de formation à la négociation, dans le cadre de… Enfin, nos étudiants n'ont pas de formation à la négociation dans le cadre de leur cursus, on leur demande de suivre un MOOC à distance sur la négociation qui se suit en autonomie. C'est un MOOC qui n'est pas payant et qui dure 6 heures. Et à l'issue de ce MOOC, ils doivent rendre des livrables qui nous permettent de nous assurer qu'ils ont suivi le MOOC et qui vont être utilisés pour la préparation de la table de négociation et pour l'évaluation d'un accord réussi. Donc, ils suivent ce MOOC pendant 6 heures et ils nous rendent donc les livrables que sont la fiche de préparation de la table de négociation et la checklist pour un accord réussi. Suite à ça, il y a un temps de préparation des rôles qui dure 3 heures où les élèves se retrouvent regroupés par rôle. Donc, à chaque élève est attribué un rôle. Ils sont regroupés donc par rôle dans des salles différentes. On a une salle, un rôle, un prof ou un enseignant-chercheur, enfin un professeur, pardon, qui est là et qui peut tourner dans les différentes salles. On distribue les rôles aux étudiants. Ce ne sont pas les étudiants qui choisissent leur rôle, mais on attribue aux étudiants des rôles. On leur donne des cartes rôles et ils ont 3 heures pour la phase de préparation du rôle. Pendant cette phase de préparation des rôles, ils ont donc leur fiche de préparation comme support et ils ont la possibilité, comme dans la vie réelle, de pouvoir communiquer une fois avec les autres rôles, puisqu'on n'a que 3 heures, donc on leur donne la possibilité d'envoyer un courrier aux autres rôles pour pouvoir recevoir de l'information des autres rôles, des autres acteurs du territoire pour pouvoir structurer un peu plus leurs interventions et leurs argumentations. Après avoir réalisé cette étape, eh bien, on passe à l'étape de table de négociation qui dure 4 heures. Donc, chaque rôle est réparti
autour de tables de négociation. Donc, on est là sur ce que l'on appelle les classes puzzle, c'est-à-dire que eh bien, dans l'étape 2 où on les fait préparer en table de négociation, ils sont tous répartis par rôle. Et ensuite, chaque rôle va se répartir, chacun des rôles se répartit autour d'une table de négociation. Donc finalement, on se retrouve autour de la table avec les 5 rôles, des 5 rôles des 5 acteurs qui doivent négocier collectivement pour trouver une solution à la problématique de gestion des déchets. Cette table de négociation, elle dure 2 heures. Sur les 4 heures de créneau, elle dure 2 heures. À l'issue de ces 2 heures, ils ont 40 minutes pour faire une synthèse et pour préparer le feedback qu'ils doivent faire en plénière. Et puis, en plénière, et puis voilà, en plénière, on fait une restitution de l'ensemble des solutions qu'ils ont discutées lors de la table de négociation. Alors voilà différentes mises en situation que vous retrouvez ici, donc avec des étudiants sur la gauche ici de ce transparent. Donc, les étudiants en phase de préparation, puis les étudiants en phase de négociation. Et puis, à droite, vous avez d'autres tables. Alors, chez nous, ce ne sont pas des étudiants. Chez vous, ça aurait peut-être pu être des étudiants de maîtrise, mais voilà, chez nous, ce ne sont pas des étudiants. On a déjà travaillé sur ce jeu de rôle Tamo la Viva avec alors là, c'était des enseignants-chercheurs pour transmettre finalement la démarche de jeu de rôle et l'utilité des jeux de rôle en formation pour de la pédagogie. Et vous reconnaissez Mathias qui a participé à une session lorsqu'il est venu à l'école des mines. Donc, cette activité pédagogique est évaluée, c'est-à-dire que on s'est attaché à rendre cohérents les objectifs pédagogiques avec les évaluations et avec l'activité pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer une activité de jeu de rôle comme ça de la même façon qu'on va évaluer un cours magistral. Donc, il a fallu mettre les évaluations au regard des objectifs, mais en accord avec la façon dont l'enseignement est réalisé. Donc, dans un premier temps, un des premiers objectifs, c'était une vision générale de la gestion des flux et des acteurs. Et le livrable des étudiants, c'est une cartographie des échanges entre les acteurs sur les flux physiques d'informations, sur les relations entre les acteurs et sur les jeux de pouvoir entre les acteurs. Le deuxième objectif, c'était donc sur l'application des outils de l'EIT, donc notamment la Material Flow Analysis, l'analyse des flux de matière avec le métabolisme territorial. Ils ont une évaluation environnementale et une analyse économique à faire. Pour cela, on leur donne un outil, calculatoire donc, qui a été développé par ma collègue Audrey Tanguy, donc, qui va leur permettre finalement de réaliser cette évaluation relativement rapidement. Donc ça, ce sont donc la cartographie des flux quantifiés et le résultat de l'évaluation environnementale et économique constituent un délivrable du travail. Hop là. Excusez-moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais ça s'est tout fermé chez moi aussi. Alors, je reviens. Vous êtes toujours là? Oui, oui, on est toujours là. Oui, mais vraiment, me revoilà. Donc, voilà. Sur la négociation, donc les fiches de préparation de la table de négociation sur le scénario voilà, doit être rendue, la fiche de vérification d'un accord réussi aussi, et les argumentations sur les décisions qui ont été prises à la fin de la table de négociation. Et puis, on leur demande une auto-évaluation, c'est-à-dire un retour d'expérience individuel, mais que l'on fait par petits groupes
sur la manière dont ils ont été actifs pendant la table de négociation et comment ils ont perçu le jeu, les apports du jeu, les difficultés, etc. Donc ça, ce n'est pas inclus dans la note, mais c'est important pour nous d'avoir leur feedback à ce propos-là. Donc, en termes de retour d'expérience, on a formé jusque-là 118 étudiants entre 2021 et 2024 sur une activité pédagogique qui dure 13 heures. Et puis, on a aussi dispensé cette activité à 30 enseignants-chercheurs sur des formats de 2 heures, donc des formats beaucoup plus courts. Nous sommes 5 enseignants-chercheurs qui sont impliqués dans la conception, dans les tests et dans l'animation de cette activité. Et cela nous a demandé, en termes de réunions, environ 12 réunions de 3 heures, ce qui n'inclut pas le travail un peu personnel des enseignants, des professeurs, pour pouvoir, entre chaque réunion, pour pouvoir monter, ajuster le jeu, etc. Alors, en termes de retour d'expérience, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de jongler entre les connaissances théoriques qu'on leur apporte par les cours classiques. On en a très, très peu de cours classiques et leur mise en œuvre grâce à vraiment cet enseignement de mise en situation très ludique. Ça a demandé un gros travail d'alignement pédagogique entre objectifs, titre de cours et l'évaluation des connaissances et des compétences. Ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que vraiment, ça s'inscrit dans un module on appelle ça des termes d'unité pédagogique, mais dans un module plus global où on a des cours, des travaux dirigés, des visites, des conférences, cours en ligne. Et ce jeu sérieux vraiment vient en fin de parcours, en fin de période, en fait, en fin de session, pour pouvoir vraiment intégrer l'ensemble des connaissances qu'ils ont eues vraiment en amont dans toute la série d'activités pédagogiques que je vous ai données. On est vraiment sur vraiment de l'intégration. Alors, en termes de retour des étudiants, on leur a demandé vraiment leur retour. Et là, je vous ai mis 3 verbatims qui concernent 3 retours d'étudiants. Le cours fournit une large connaissance des principes, des précautions et des critères d'une négociation réussie. Il nous a appris à comprendre les subtilités, les mécanismes, les concessions et les processus nécessaires pour réussir à créer de la valeur ensemble. Au début, à l'impression, alors ça, c'est un élève qui a joué le rôle de la coopérative agricole. Donc, il dit au début, on a l'impression que vous n'avez pas grand-chose à faire, mais en fait, vous êtes un acteur clé et le rôle est assez simple car vous n'avez rien à perdre. Très gratifiant. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment lié au mandat associé à cet acteur-là. Et puis, troisième retour, cette négociation s'est révélée être un exercice assez immersif et intrusif car elle nous a permis de bien définir les contours d'une négociation basée sur l'ensemble des contraintes structurelles et socio-économiques. Voilà, donc ce sont des retours qui sont quand même positifs. On n'a pas eu de retour, j'aurais pu mettre un retour négatif, sauf qu'on n'en a pas. On n'en a pas eu, ils ne se sont pas manifestés en fait. Donc ce qui est aussi intéressant pour nous. Donc voilà, le jeu, concrètement, il se compose d'une boîte de jeu qui a été élaborée par une étudiante en design de l'école de design de Saint-Étienne de cette année, donc en 2023. Avant, on travaillait avec du papier classique. Donc là, maintenant, on a une belle boîte de jeu avec un certain nombre d'outils, de jetons, de cartes, etc. Et cette activité pédagogique a reçu un prix de la pédagogie de l'Institut Mines-Télécom et le prix du dispositif émergent en 2022. Voilà, donc on était assez contents d'avoir pu être primés pour cette activité pédagogique. En conclusion, donc j'arrive à ma conclusion, finalement, un jeu de rôle pour faire quoi? Eh bien, un jeu de rôle pour travailler les arguments, ajuster le discours. Et ça, je pense que dans une formation, quelle qu'elle soit, c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément assez. Comprendre le pourquoi de tous les besoins et des besoins différents des différents acteurs aussi que l'on peut rencontrer dans le cadre d'un projet. Un projet n'est jamais mono-acteur. Donc, voilà, la compréhension du besoin des autres, de l'écoute des autres à la compréhension de besoins est extrêmement… ils se rendent compte que c'est extrêmement important.
mettre en pratique la théorie, avoir voilà, une vision de la rationalité de tous les acteurs, expérimenter des positions auxquelles ils pourront être confrontés par la suite, et puis se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire aussi sortir de sa zone de confort et se mettre à la place d'acteurs qu'on jouera peut-être jamais ou qu'on pensera peut-être jamais jouer, avec des humeurs ou des caractères qui peuvent être différents de notre nature. Voilà, ça c'est aussi très formateur et ça permet de mieux comprendre finalement le vie ma vie en fait, hein, vie ma place, vie mon rôle professionnel. C'est toujours, je pense, très, très important pour comprendre pourquoi il y a des divergences en fait d'opinion et de positionnement. Autre point de conclusion, les avantages et les inconvénients d'un jeu de rôle. Les avantages, c'est que ça peut permettre de fournir un feedback direct et immédiat. C'est extrêmement motivant aussi pour les joueurs. On a vu vraiment des sessions extrêmement intéressantes, aussi bien avec des étudiants en formation initiale que l'on a. D'ailleurs, ils ont 23, 24, 25 ans, mais aussi avec nos professeurs, nos enseignants-chercheurs, nos postdocs, nos doctorants, etc. On a vu vraiment que c'était même des fois un peu chaud et ça fait plaisir à voir. Ça permet d'aborder des situations vraiment complexes dans un contexte sécurisant, c'est-à-dire dans un contexte aussi borné et dont le périmètre est quand même bien défini. Voilà, de faire un pas de côté, d'avoir des changements de point de vue. Voilà, c'est un environnement qui procure, c'est une activité qui procure vraiment un environnement propice à l'expression des idées et des émotions. Et puis, voilà, c'est puissant en termes d'ouverture d'esprit. Donc ça, voilà, très, très formateur comme activité. Alors, par contre, c'est extrêmement chronophage, et notamment pour les professeurs, les enseignants-chercheurs. Ça demande un encadrement important et une montée en compétences quand même des enseignants-chercheurs. Ça permet d'avoir un positionnement, comme je le dis, différent du positionnement qu'on a d'habitude. Alors, il peut y avoir aussi un fort engouement. Alors ça, il faut maîtriser, hein, ces débordements que l'on pourrait avoir, ou alors le refus de jouer aussi de certains étudiants, ou alors s'adapter. Cette année, on a eu une étudiante qui avait un fort handicap de surdité, donc il a fallu qu'on s'adapte finalement, parce que dans la table de négociation, c'était compliqué. Donc, il a fallu qu'on mette en place, voilà, sur le moment, mais ça s'est très bien passé par la suite. Alors, il y a aussi un point qui peut être mis dans les points faibles, c'est qu'il peut banaliser la réalité et attirer l'attention sur des détails qui présentent peu d'intérêt. Voilà, des fois, on a des étudiants qui restent vraiment sur des petits détails, alors que, parce que pour eux, ça paraît extrêmement important, alors que ça l'est pas réellement. Et alors, généralement, on le retrouve dans la littérature, on retrouve ce besoin de débriefer en négatif. Alors là, j'ai mis en italique parce que moi, je trouve que c'est plutôt positif, justement, de pouvoir leur donner le moyen de vraiment débriefer, de s'exprimer à ce moment-là sur les cours qu'ils ont eus, sur l'application, sur des exercices qui sont vraiment en lien avec la réalité. Et puis mon dernier transparent de conclusion, c'est que vraiment là, on est sur des jeux pour des publics qui sont vraiment divers, des étudiants, des enseignants-chercheurs, des professionnels et la société civile. Les jeux sérieux vraiment s'adaptent à tous les publics. Ça permet aussi d'avoir des partages d'expériences et puis de faire de la transférabilité des situations. Et moi, je trouve que voilà, euh, échanger sur les jeux, pouvoir enseigner pouvoir faire, pardon, pas enseigner, mais pouvoir euh, euh, dispenser cette activité à différents types de publics, ça permet justement de partager, partager aussi différentes expériences, d'imaginer, de pouvoir l'adapter à différents types d'applications. Et peut-être que dans le REC, ça peut émuler certaines personnes à pouvoir voilà, passer le pas et aller au-delà. Euh, et puis, ça rentre, voilà, je pense, dans nos missions aussi d'enseignants-chercheurs, que ce soit français ou québécois, de
de s'inspirer de ce genre d'activité qui peut se trouver aussi, aussi sur d'autres pans de l'économie circulaire ou d'autres sciences. Et puis, je voulais finir sur un point important que nous espérons pouvoir développer bientôt, donc sur une perspective finalement de ce travail-là et aussi des échanges que l'on a eus au sein de avec différents acteurs et différents professeurs du REC. Donc, c'est qu'on a déposé un projet aux entretiens Jacques Cartier 2024. On pensait avoir la réponse avant aujourd'hui, mais on ne l'a pas. Donc, on espère que ce sera positif. Sur les outils pour la soutenabilité et la résilience des territoires, l'idée de ce projet, c'est de faire une cartographie des outils qui existent dans ce domaine-là, des outils, soit des outils de formation, soit des outils d'opérationnalisation, de pouvoir identifier quels sont les besoins et les adaptations de ces outils, de ces adaptations à différents contextes, soit à différents secteurs d'activité, soit, soit au Québec, soit en France, soit à adapter des outils québécois à la France, soit d'adapter des outils français à la situation du Québec. Et puis de se donner une ligne de route de collaboration pour justement le transfert de ces différents outils pour l'économie circulaire. Et nous avons prévu aussi un webinaire de conclusion de ce travail, de ce travail qui sera fait dans le cadre des entretiens Jacques Cartier au REC l'année prochaine. Voilà. Ici, je vous présente les différentes personnes qui ont travaillé sur tous les outils que j'ai mentionnés au départ, et notamment sur Tamola Viva et sur la controverse. Notamment, il y a Mathias donc, qui a collaboré avec ma collègue Michel Mongo, qui est déjà venu d'ailleurs à l'ETS, non, dans le cadre des journées de l'économie circulaire en 2022, je crois, formé à la controverse minière. Et aujourd'hui, il y a un déploiement à l'international et notamment avec les pays d'Afrique qui est prévu sur ce jeu sérieux. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation et voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci Valérie. Ou échanger avec, C'est avec ça. tout le monde. Il n'y a pas que la réponse aux questions, il y a les échanges, quoi. Alors, j'allais ouvrir le débat. J'arrête le partage, peut-être? Peut-être, oui, comme ça permettra de plus se voir. Donc, moi, j'avais dit que j'étais prêt à participer, à animer et autres, mais que je déléguais la gestion des levées de main à Laura, parce que si je m'embarque dans les discussions, je vois plus les mains. Mais là, je peux le faire parce qu'il y a une main, puis c'est celle d'Hortense. Donc, Hortense, je te cède la parole. Merci. Merci beaucoup Valérie pour la présentation. C'est super intéressant. Une question que je me pose dans ce genre d'exercice, c'est est-ce que vous avez constaté que les participants arrivent à quitter leur posture réelle? Vraiment, est-ce qu'en si peu de temps, en quelques heures, on est capable de se mettre dans la peau de... vous avez dit les étudiants n'ont pas pu choisir leur rôle. J'imagine qu'ils auraient tous voulu choisir le responsable de l'ONG versus le chef de certains autres rôles. Et donc, je me demande si vous avez constaté une difficulté à vraiment embarquer dans un autre rôle. Est-ce que ça a impacté la négociation? Et si oui, est-ce qu'il y a des outils ou des bonnes pratiques à faire pour se conditionner ou s'embarquer dans un changement de posture qui n'est pas forcément naturel au départ? Oui, oui. Ouais. Alors, c'est une bonne question parce que c'est pas forcément facile, effectivement, de jouer un rôle, et notamment un rôle pour lequel on ne se sent pas vraiment, hein, effectivement. Mais alors, au départ, on les avait lancés comme ça, et puis les premières années, hein, et ils jouaient leur rôle alors plus ou moins bien. Certains arrivaient bien à embarquer dans un rôle spécifique, d'autres étaient plus passifs ou n'arrivaient pas à prendre une posture finalement associée au rôle. Par contre, ils jouaient leur mandat, mais ils jouaient leur mandat comme s'ils étaient, voilà, pas plus que nécessaire. Et
on s'est dit, ce qui serait bien, c'est de leur donner un peu de caractère pour que ça puisse plus représenter la réalité, en fait, la réalité. Donc, on a des petits jetons de caractère. Alors, j'en ai quelques-uns là, donc je vais m'inspirer. On a des petits jetons de caractère qui leur permettent vraiment de se mettre dans la peau des personnages, comme ils peuvent être très égocentriques, ils peuvent être très bavards, ils peuvent être très cupides, ils peuvent être bourrus. Voilà, ils peuvent avoir de l'empathie, ils peuvent être arrogants, ils peuvent être honnêtes, versatiles, etc. Voilà. Et on leur donne, alors, on leur donne pas cela tout de suite. On les laisse préparer leur rôle. Et c'est à la fin de la préparation de leur rôle et quand ils vont plus sur la table de négociation qu'on leur donne ce caractère. Parce qu'on veut, voilà, quand ils préparent leur rôle, il faut quand même qu'ils comprennent le mandat, qu'ils comprennent le périmètre du rôle. Voilà, donc on ne leur redonne pas tout de suite. Et alors ça, on l'a fait que cette année. Puisque c'est après quelques années voilà, qu'on s'est dit quand même, il y a des groupes, ça fonctionne, des groupes, ça fonctionne moins. Donc, il faut qu'on ait la possibilité de leur donner un certain caractère. Et cette année, ça a pas, enfin, je sais pas, ça a plutôt bien fonctionné. Enfin, moi, le groupe que je gérais a plutôt bien fonctionné. Je ne sais pas si dans les groupes que Audrey gérait, ça a bien fonctionné, mais moi, j'ai trouvé que ça avait bien marché. Et avec les enseignants, chercheurs, donc les adultes, en fait, adultes, ils sont adultes, nos élèves, mais pas avec nos élèves, mais avec voilà, mais je veux dire, avec les enseignants-chercheurs, les doctorants et les post-doctorants, là, ça a vraiment très bien marché parce que là, ils s'y sont bien mis, quoi. Mais en général, quand même, le jeu fonctionne bien parce que les étudiants, ils aiment bien jouer. Ils aiment bien jouer. On avait fait des tests avec des jeux de plateau. On avait peur. Avant de faire ça, on avait un jeu de plateau sur l'économie circulaire et la raréfaction de la ressource. Et on s'était dit, oh là là, le jeu, on va leur revenir à l'ancêtre, quoi. C'est pas un jeu vidéo, quoi. On va les remettre devant un plateau avec des cartes, des pions, un dé, tout ça. Et au final, ils ont adoré. Ils ont dit, ah, ça ressemble à tel jeu. Je ne sais même plus lequel c'était. Et ça ressemble à tel jeu, trop bien. Enfin, ils aiment ça. Voilà. Et ils se mettent finalement relativement aisément dedans. Ceux qui ont peut-être un peu plus de mal, c'est les étrangers qui ne parlent pas très bien le français et qui ont du mal à ajouter la couche, un peu la couche, voilà, humeur, quoi. Ouais. Mais ça marche. Merci. Voilà. Et Cathy qui a levé la main. Ouais, Cathy, vas-y. Merci Valérie, bravo, c'était super intéressant et Merci. j'adorais participer. J'étais un petit peu surprise de la méthodologie proposée, étant que la première étape, ou je ne sais plus là, Oui. c'est la première ou la Oui. deuxième. En tout cas, on mettait toutes les mêmes personnes avec le même rôle ensemble, je pense, Oui. pendant 3 heures pour préparer. C'est ça, exact. Je me suis demandé, parce qu'après ça, je me dis, tu sais, tout le monde qui joue le même rôle va s'influencer et ça risque de uniformiser le rôle. Après ça, ils vont partir en négociation un petit peu avec les mêmes bases, qui est intéressant, mais je me demande, est-ce que les résultats risquent? Y a-t-il assez de variété dans les résultats ou vous arrivez toujours à peu près aux mêmes solutions? Alors, l'idée, c'est quand même qu'ils convergent vers une solution. Oh, C'est il y pas de a les une mettre. bonne Non, réponse finalement? il n'y a pas. Non, il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. OK, Il n'y c'est a ça, pas je qu'une me seule dis. bonne réponse J'avais parce un que doute. après, c'est un jeu de négociation. Ils ont, par exemple, le service technique, il doit vendre son compost, il a une marge de négociation sur le tonnage et sur le prix, et la coopérative agricole qui va acheter a une marge, un minimum, et puis en tonnage, et puis il a une marge en termes enfin des TAMO, là, c'est ni des euros ni des dollars, mais ça s'appelle les TAMO, parce que ça a pas pour pas mettre de réalité sur les coûts. Ils ont des marges de négociation. Donc après, en fait, ce qu'ils préparent, c'est plutôt vraiment le périmètre dans lequel ils doivent jouer, quelles sont justement les contraintes qu'ils ont d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, etc. Voilà, ils ont vraiment... et l'intérêt finalement de les faire travailler ensemble, c'est de justement justement s'enrichir en fait dans la compréhension des rôles et
qu'ils partent quand même tous avec la même compréhension du rôle. Voilà, parce que pour éviter en plus que ça parte après dans tous les sens et qu'ils sortent de leur rôle. Comme ça, ils sortent de la préparation avec vraiment, normalement, un rôle bien cadré. Merci. Et j'ai vu Merci. que On a une question Audrey avait de... ajouté un élément. Elle disait, je ne sais pas si tout le monde a vu, c'était, je reviens à toi, Cathy, Oui. mais c'était un complément. Alors, Audrey dit en particularité aux mines de Saint-Étienne, qui, je pense, aide à l'immersion, c'est qu'un cours mélange. Ah oui, tu as raison, Audrey. On mélange des étudiants en ingénierie et des étudiants plutôt en SHS, donc sciences de l'homme et de la société, qui sont notamment en sciences-géographie. Et donc, c'est vraiment pluridisciplinaire, en fait, comme public. On n'a pas que des élèves ingénieurs, on a des élèves ingénieurs et moitié-moitié, des élèves ingénieurs et des élèves de sciences humaines et sociales. Et ça donne, ça enrichit vraiment aussi le jeu. Voilà. Parfait. Petite dernière question ludique. Oui. Est-ce que vous avez posé pour être la responsable de la coopérative agricole? Je vois une similitude avec le petit, le petit dessin. Alors, disons que c'est une très belle remarque parce que alors, j'aurais pu vous montrer ça, effectivement. C'est que on n'a pas fait exprès du tout, hein, mais nous sommes 5 enseignants à avoir préparé le jeu, à avoir monté le jeu. Et il y a 5 rôles. Et Estelle Ottaviano, qui est la designer qu'on a eue et qui nous a fait la boîte de jeu, a fait effectivement nos portraits, mais sans nous le dire, en fait, hein. Elle est partie de nos photos, de comme elle nous voyait tous les jours et elle nous a fait nos portraits. Et voilà. Donc, c'était vraiment, c'était absolument pas une demande, quoi. C'est magnifique. Oui, Merci. merci. On a une question de Richard? Oui, bonjour. Ben, premièrement, merci, c'est vraiment inspirant. Merci. Euh, je me demandais tout à l'heure concernant Hortense, la question qu'elle posait qui était vraiment pertinente. Mm. Je viens, moi, un peu je travaille dans le transmédia et je questionne justement cet aspect-là, si ce serait pas intéressant d'amener le personnage et d'avoir un peu son historique, d'où il vient, tout ça pour camper la Mm. personne Mm. dans un univers imaginaire qui peut-être Mm. permettrait de Mm. rentrer encore plus dans le jeu et d'avoir comme un imaginaire à l'intérieur qui vient décloisonner la réalité dans laquelle on est, là. Mm. Donc, c'est juste ça que je voulais peut-être dire parce que Mm. dans des jeux, c'est quelque chose des fois qui est fait. Puis je pense que Mm. c'est intéressant, là. Voilà, Donc, de c'était mettre juste un. comme un petit CV, en fait. Ouais. C'est de nous amener, à exemple, le maire, il est né de là, ça fait des générations qu'il est là, Oui. nanana. Donc, d'amener comme une position aussi au niveau émotif. Et tout ça, tout Mm. à coup, on est capable de se transposer puis se dire, ah oui, moi aussi, dans ma réalité, ça fait ci, c'est ça. Et tout à Oui. coup, on est capable de se centrer. Et il me semble que ça décloisonne Oui. l'aspect, puis on rentre dans un jeu plus théâtral à ce moment-là. Oui, c'est ça. Voilà. OK. OK, merci pour la remarque intéressante. On n'y a pas pensé du tout à ça. C'est vrai que... Mais pourquoi pas, oui, ça peut renforcer effectivement l'appropriation du rôle. Ouais. Mm, mm. Est-ce Et il qu'on a me d'autres semble questions ou aussi, juste commentaires? dire, il me semble aussi que ce qui est intéressant dans ces jeux-là, justement, c'est d'un peu sortir de soi, comme vous disiez tantôt, tu sais, le fait de se mettre dans une position de mère, il n'y aura pas grand personne alentour de la table qui va Oui, être mère, là. non, Alors, c'est ça. Fait que c'est quelque chose d'intéressant quand même de oui, l'expérimenter, là, à ouvrir mm, notre représentation du monde. oui, c'est ça. Merci. Merci bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avec les quelques minutes qui nous restent? Moi, je veux faire un témoignage parce que en fait, je ne peux plus me cacher, j'ai participé au Bah non, jeu. je t'avais dit, je te ferai une surprise. Donc, mais en témoignage, c'est vrai que la posture émotive du personnage permet de briser tout de suite les aspects techniques auxquels on est associé dans notre rôle. Parce on prend le rôle en charge, on voit les contraintes budgétaires, on voit les contraintes techniques, etc. Donc, on est campé en se disant, bon, ben, dans le rationnel, et Mm, puis on se dit, bon, ben, en face de moi, je vais avoir quelqu'un qui a une autre rationalité, mais bon, on va
purement, entre guillemets, mettre ça en équation, puis finalement, on va optimiser, puis on va obtenir un résultat. Puis, je caricature un peu, mais c'est un petit peu la vue qu'on peut avoir et le fait d'introduire des émotions sort obligatoirement de cette chose-là. Moi, quand j'ai joué, j'avais en face de moi la coopérative agricole qui, le maire, je pense qu'il a pris la parole, mais je pense qu'il n'a pas dit 2 mots, puis il s'est fait couper la parole tout de suite parce qu'elle, elle coupait la parole tout le temps. Donc, obligatoirement, ça nous sort d'une ligne de pensée qu'on avait au départ en se disant, ben, je pars négocier avec ces arguments, je vais mener moi la négociation parce qu'en face de soi, on ne sait pas qui on a. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas déployer toutes ces cartes, il faut poser des jalons. Puis peut-être que pour faire avancer son point, il faut faire discuter 2 autres personnes ensemble. Et là, ça devient super intéressant parce que c'est justement le but d'avoir cette relation entre acteurs pour comprendre comment se construit une décision qui n'est pas forcément la décision optimale d'un point de vue technique, on va dire. Eh bien, merci Valérie Merci. pour ce webinaire. C'était super intéressant. Merci à tous d'avoir participé et à ceux qui ont pris du temps lors de la période de questions pour échanger. Pour rappel, vous allez pouvoir retrouver tous nos événements sur nos sites web. Je vous remets le lien tout de suite dans le chat. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.